Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, déjà, je voulais m'excuser pour ceux qui s'étaient inscrits avant, quand on devait faire l'événement live, mais bon, vu les circonstances, on a décidé de faire ça en webinar. Donc là, je pense que vous êtes une vingtaine, donc c'est cool. Et pour ceux pour ceux qui verront ça en replay, merci de vous être inscrits aussi. Donc le sujet aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la culture. Donc la culture, un grand mot qu'on entend souvent aujourd'hui, surtout dans l'univers startup, mais aussi de plus en plus dans les grands groupes. Donc un sujet assez abstrait, qu'on a du mal un peu à cristalliser souvent dans les entreprises. Et souvent un sujet qui permet justement de fédérer souvent des entreprises, des groupes, mais aussi des fournisseurs qui travaillent avec des entreprises, des freelances, des indépendants. Donc on a décidé de parler de ce sujet aujourd'hui du coup avec Virgile qui est DRH chez Comet, Colombe qui est COO, si je ne me trompe pas, chez Simondia. Tout à fait. Et Guillaume, alors toi tu es Tech Evangelist, Tech Community Ambassador. Tech Community Ambassador, ouais, ça peut changer. Alors le titre se réfère au rocher, on pourra on en reparlera clairement ce que je fais. Voilà, donc l'idée, je pense qu'on va faire un petit tour de table rapidement de ces trois intervenants. On va peut-être commencer par toi, Colombe. Bonjour à tous, Colombe, donc je suis cofondatrice de Simondia. Moi, je suis psychologue de formation, donc je me suis toujours passionnée pour tout ce qui est développement personnel et professionnel. J'ai travaillé après en RH au BCG, un cabinet de conseil, et je me suis rendu compte que ce qui faisait vraiment la différence parmi les consultants, c'était les soft skills. Donc tout ce qui est capacité à gérer son stress, ses émotions, à communiquer, fédérer ses équipes, et ce qui fonctionnait le mieux, le coaching. Donc on a créé Simondia pour proposer du coaching à grande échelle dans les entreprises, et ce qu'on veut, c'est devenir leader sur le marché de la formation. Ok, super. Très bien, je pense qu'on peut enchaîner par toi, Guillaume. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume, je suis Tech Community Ambassador chez Lisa. J'ai travaillé pendant pas mal d'années, d'abord en RH, en tant que recruteur, différentes organisations. Et il y a 2 ans, j'ai rejoint la direction engineering sur un rôle qu'on a créé, un rôle un peu nouveau, dont la logique est de travailler sur l'expérience d'apprentissage d'un collaborateur. À savoir que mon rôle, c'est de connecter nos communautés de pratique internes, donc technologiques en l'occurrence, avec des communautés externes, qui peuvent être des réseaux tech, des entreprises, des indépendants. Okay. Avec un focus sur du coup l'apprentissage par le retour d'expérience. Donc c'est une approche complémentaire finalement. Ouais. Ce qui peut mettre en place des RH sur la formation. Ok, super. Finalement, toi, Virgile. Hein. Moi je suis Virgile, donc bonjour à tous. Donc, moi je suis DRH ou Head of People selon l'appellation chez Comet depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans les ressources humaines, j'ai commencé dans les grands groupes. J'ai fait du CAC 40 et après je suis passé 3 ans chez Criteo. Et après, je suis allé rejoindre Comet il y a maintenant 1 an et demi, où on était un peu 40 pour structurer la partie people, la partie RH de Comet dans la croissance. Et Comet, donc c'est quoi? Comet, nous, on accompagne les groupes, on met en relation les meilleurs talents tech et data freelance avec les entreprises qui en cherchent tout simplement sur le marché. Voilà. Ok, super. Moi, je me présente rapidement aussi. Du coup, je travaille avec Virgile chez Comet sur toute la partie marketing, communication. Et voilà, et en fait, la culture, c'est un sujet qui me passionne depuis longtemps, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce sujet-là. Du coup, en intro, je vous disais que voilà, la culture est un sujet assez abstrait. On a tous un peu une définition un peu différente, et j'aimerais bien du coup que chacun d'entre vous me donniez un peu votre définition de qu'est-ce que c'est la culture pour vous. Qui souhaite commencer Allez, Colombe, à toi. Honneur aux femmes, décidément. Donc, pour moi, la culture, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui n'est pas très définissable, qui se palpe, qu'on peut voir un peu partout, mais lui attribuer vraiment une chose, c'est compliqué. Je pense que la culture, elle est mouvante. La culture d'une entreprise, elle est mouvante avec le temps. Donc, ça va être à la fois le mythe de la création d'une entreprise. Donc, ça, je pense que c'est assez important. Ça peut être la personnalité des fondateurs. Ça peut être les échecs que l'entreprise a vécu. Je pense que c'est un peu tout ce qui contribue à la mythologie de l'entreprise et tout ce qui va fluidifier les relations entre les personnes, ou les fournisseurs, comme tu l'as dit, c'est pas juste, ou les freelances. Et les personnes vont pouvoir du coup s'identifier à ça et dire moi j'appartiens à cette entreprise, j'appartiens à cette culture parce que je peux avoir les mêmes codes vestimentaires, la même passion, je travaille dans un secteur particulier. Plus l'entreprise grossit, plus la culture aussi va évoluer et il y aura une nécessité du coup dans
l'identifier. Super. Ouais, pour rebondir un peu sur ce que disait Colombe, effectivement, la culture, elle évolue, à l'inverse des valeurs qui, normalement, doivent rester. En fait, les valeurs sont incarnées du coup, par des fondateurs. Les fondateurs ne restent pas forcément non plus dans la boîte, donc ça peut, cette culture, elle s'incarne par des référentiels, des événements, des personnes, des modes de communication. Et donc, elle change aussi selon l'évolution de l'entreprise. Nous, on n'y a pas échappé, hein. On était basé une petite start-up, on est devenu une scale-up. La culture, elle s'adapte aussi. Vous êtes combien maintenant, je te disais? On a un peu plus de 500 personnes. Ok. Et donc, on n'est pas non plus un grand groupe, mais on n'est plus non plus une start-up, donc on est dans un entre-deux. C'est ça qui change. Ok. Virgile? Non, je pense que ça a été super bien résumé, mais c'est vrai que souvent, on parle pas souvent, quand on pense à la culture, des rituels. Alors, je pense que c'est un moment essentiel d'une boîte. La boîte, les rituels font partie de la culture. Quand est-ce qu'on se voit, comment est-ce qu'on célèbre les victoires, comment est-ce qu'on parle des échecs, etc. Et c'est un point qui est souvent oublié, mais qui est très important et qui fait complètement partie de la culture. Ouais, on en reparlera justement tout à l'heure sur un peu la personnification de cette culture dans les entreprises. Ok, super. C'est vrai que souvent, moi je me souviens, c'était quoi la phrase qu'on avait, quand on avait fait l'événement chez Biolocratie, la culture, c'est... C'est surtout sur les valeurs, c'est spécifiquement sur les valeurs. Les valeurs sont définies par, qu'il y a un sous-élément de la culture, je pense, on dit les valeurs sont définies par les gens que tu embauches, les gens que tu promeus et les gens que tu vires. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est une des expressions de la culture. Ouais. C'est une des façons les plus visibles de la culture, vont être définies par qui tu fais venir, qui tu promeus, c'est-à-dire quel comportement tu encourages, et qui tu en vires, quel comportement tu ne tolères pas. Ouais, exactement. Ouais. Ok, super. Du coup, vu qu'on est en plein dans la culture, justement, il y a une évolution de la culture au sens sociétal ou social, je ne sais pas comment on peut définir, mais une évolution en tout cas des mentalités, des aspirations, des nouvelles générations surtout. Donc ça se traduit par des nouveaux comportements, donc par exemple l'envie de liberté, l'envie d'être épanoui au travail, quand c'est possible. Alors c'est vrai que nous on est un peu dans notre bulle startup, donc on est un peu les chanceux de tout ça et c'est pas vrai pour tout le monde. Mais du coup si on reste un peu dans cette bulle-là et le monde un peu corporate, startup, mais aussi grand groupe, il y a quand même une envie des nouveaux talents de justement de s'épanouir et de liberté. Et donc, en fait, je voulais savoir un peu comment, dans vos entreprises ou alors dans votre écosystème d'entreprise, comment ça se traduit un peu ces nouveaux modes de travail, ces nouvelles envies, ces nouvelles aspirations. Je sais que toi, Guillaume, on avait discuté rapidement, tu avais fait un parallèle avec ce côté dans les communautés tech, tout ce qu'on appelle l'open source, donc c'est-à-dire contribuer de façon bénévole souvent à des projets, et ce côté transparent. Et en fait, aujourd'hui, il y a un peu un parallèle qui peut être fait dans les cultures de certaines entreprises qui se veulent beaucoup plus transparentes, beaucoup plus participatives. Moi, je sais pas si tu veux... Ouais, je pense qu'effectivement, il y a un besoin beaucoup plus fort aujourd'hui de transparence. C'est une demande en fait des gens. Par transparence, tu peux aussi ça par l'accessibilité à l'information, à des choix décisionnels, une sorte de porosité entre les gens qui sont sur le terrain et le management. Aujourd'hui, ça se dilue beaucoup plus. Le manager, plus la personne qui est à l'étage au-dessus, mais la personne qui peut être à côté de toi. Et ce rapport, effectivement, à l'accessibilité de l'information, elle se traduit de toute façon par une grande proximité avec les communautés tech. Donc la culture open source, elle est inhérente aux boîtes tech. Après, si on fait un parallèle avec moi, ce que je vis, on n'est certainement pas un très gros contributeur open source, on n'a pas la puissance. Oui, non, pas sur l'aspect très tech. Voilà, exactement. Par contre, ça se traduit notamment par ce qu'on essaie de mettre en place sur les événements, à savoir l'objectif, c'est d'ouvrir nos portes, rendre accessible aussi nos équipes, nos collaborateurs qui partagent leur retour d'expérience. Un retour d'expérience qui est foireux et sera beaucoup plus constructif qu'un PowerPoint magnifique avec une stratégie magnifiquement bordée. Donc on essaie de rendre accessible le retour d'expérience et aussi évidemment de se nourrir de ceux qui veulent bien venir partager avec nous leur défaite ou leur réussite aussi. Et l'objectif, c'est que ça fasse évoluer nos modes d'organisation, les technologies qu'on utilise ou qu'on sera amené à utiliser. Et globalement, ça nous aide à être plus performant. Et sur ce côté de transparence, savoir en interne, est-ce que vous avez
sorte de wiki où les gens peuvent accéder, voir un peu comment ça se passe, dans d'autres équipes. Tout est documenté sur Confluence, qui est un outil qu'on utilise chez nous. Après, le gros sujet dans notre thèse, c'est la communication interne. Et donc, on a une personne. Alors, il y a une communication interne globale, stratégique. Nous, si je prends un focus sur d'autres équipes, c'est la communication tech produit. C'est les deux grosses équipes d'une boîte comme nous. Et du coup, on a une personne qui est dédiée à la documentation. Knowledge base, exactement. Donc, elle édite des newsletters régulières internes. Parce que nous, on est organisé donc, par startup, c'est des équipes pluridisciplinaires qui ont des techs, des produits, la qualité, des designers. L'objectif, c'est que tout le monde ait une vision globale des stratégies de chaque équipe. Ça, c'est le nerf de la guerre et c'est la grosse difficulté. Est-ce que vous êtes multi-site, vous, ou vous avez Ouais, alors on a des bureaux un peu partout dans le monde, mais les principaux bureaux sont européens. Donc c'est Paris. On complexifie encore plus la communication, du coup. Ouais, exactement. Il a fallu s'équiper, peut-être qu'on en parlera un peu après aussi. Mais, évidemment, au début, on n'avait pas de système de visio suffisant. On n'avait pas. Donc il y avait les gens ne pouvaient pas travailler aussi bien par distance que maintenant. Donc, ça marche. Si vous voulez rebondir là, sur ce que dit Guillaume, allez-y. Moi, je dirais juste que tu dis oui, les gens, c'est une envie maintenant d'être épanouis, etc. Moi, je dirais plutôt que c'est une exigence. Et qu'en fait, aujourd'hui, moi, soit en interne chez Simulia, on fait beaucoup de recrutement parce qu'on est en croissance et je le vois, en fait, c'est une exigence absolue. Aujourd'hui, je quitte mon emploi et je veux rejoindre une start-up ou un grand groupe d'ailleurs. Moi, je ne ferai pas forcément une différence. Je pense que c'est générationnel et les gens veulent du sens. C'est essentiel pour eux. Ils veulent adhérer aux valeurs de l'entreprise et ils veulent faire partie prenante de l'entreprise et se dire je fais partie d'une équipe, je fais partie d'une aventure, je veux me développer et je ferai aucune concession si les valeurs ou le sens ne sont pas présents. Je trouve qu'on parle beaucoup de sens. En fait, ça, je pense que tout le monde l'a beaucoup accepté, le fait que c'est en effet un peu générationnel, le besoin de savoir pourquoi on fait le travail. Je pense qu'il y a d'autres vecteurs d'épanouissement, parce que je pense qu'on partage tous le fait que c'est un peu notre vision, la vision chez Comet qu'on partage tous. On ne peut pas être pleinement heureux si on n'est pas épanoui au travail, pour ceux qui travaillent. Donc, on partage ça. Et en fait, je pense qu'il y a plusieurs moyens d'arriver à l'épanouissement et c'est vraiment différent pour chacune des personnes. Je pense qu'il y a la quête de sens, de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Je pense qu'il y a deux autres éléments qui sont importants et qu'on voit un peu apparaître. Il y en a une, c'est ce qu'on fait, le travail que l'on produit soi-même. Moi, j'aime bien le livre que je recommande de Laetitia Vito, qui est rédactrice en chef chez Welcome to the Jungle, du labeur à l'ouvrage. Et elle dit beaucoup, au-delà du sens que l'on donne à ce qu'on fait, il y a aussi ce que l'on fait, ou dans un monde où les tâches ont beaucoup été segmentées et taylorisées, etc., de retrouver des valeurs de l'artisanat dans le goût de la chose bien faite de bout en bout. Et je crois qu'il y a un troisième élément qui est assez important et qui nous parle beaucoup chez Comet, c'est la liberté. Et nous, ça nous parle beaucoup, c'est que les gens vont trouver l'épanouissement par la liberté de travailler avec qui ils veulent, d'où ils veulent, donc je pense qu'on va en revenir, c'est important, pour le prix qu'ils souhaitent. Et c'est nous, notre mission de Comet, donc la vision, c'est vraiment centré sur l'épanouissement, mais notre mission, c'est d'amener cette liberté aux gens via le freelancing. Et je pense que c'est un élément important. Il y a des gens, et notamment les freelances, c'est ce qu'on voit beaucoup chez nous. Ils ont moins besoin de trouver nécessairement le sens dans ce qu'ils font. Parfois, retrouver ce qu'ils font eux-mêmes a un côté un peu ouvrage. Par contre, leur épanouissement vient de la liberté de pouvoir travailler pour plusieurs clients en même temps, de choisir leurs clients, etc. Et je pense que c'est quelque chose qu'on voit aussi de plus en plus. Alors, je trouve ça, je me permets de rebondir, je trouve ça assez intéressant ce que tu dis, parce que je pense que c'est très lié en fait à la culture d'entreprise. Parce que nous, chez Simulia, ce qui va primer, c'est le sens. Donc, on a beaucoup de gens qui quittent des cabinets de conseil, par exemple, des grosses boîtes du CAC plus classiques, et qui se disent, je vais rejoindre une petite start-up qui a du sens, qui a une super mission, qui apporte du bien-être, de l'engagement dans les entreprises. J'y adhère, j'y vais. Et évidemment, la liberté, de toute façon, on est dans une société libre et on a beaucoup de chance. Mais nous, on part du principe que ce que tu disais au début de ce webinaire, les rituels, c'est hyper important, et notamment le fait de pouvoir se réunir assez souvent. Donc nous, par exemple, c'est intéressant d'avoir les deux cas, on n'est pas hyper, en tout cas pour les personnes en interne dans l'équipe, on favorise vraiment le fait de travailler énormément ensemble, de passer beaucoup de temps ensemble, de faire des petits déjeuners, des réunions, des déjeuners, des food, plein d'événements, quoi. Et pas trop le côté, chacun travaille de chez soi. Donc c'est intéressant, je pense que c'est assez lié à la culture. Parce que le sujet est intéressant.
Ouais, je pense que si, voilà, faut mettre ça en perspective avec la taille de la boîte. En gros, une boîte de 500 personnes, ce qui va donner envie à une personne de se lever le matin et de rejoindre cette boîte-là, ça va être aussi son équipe. Utiliser son équipe, le fait que tu apprends pas seulement par ton job, mais par le collectif que tu as autour de toi. Nous, c'est ce qui nous, à mon avis, c'est notre taille d'entreprise nous impose nécessairement de mettre ça en application, sinon les gens vont partir dans les startups. Parce qu'ils auront de toute façon un pouvoir qui sera beaucoup plus dilué que dans une boîte de 10 personnes. Si tu es dev mobile dans une startup de 10 personnes, tu es garant de toutes les pratiques. Si tu es dev mobile chez Deezer, tu n'es pas garant de toutes les pratiques et à ton périmètre est du coup plus limité, donc tu as moins de liberté. Par contre, ça doit être compensé par un sens du collectif et l'attachement, il est social maintenant dans les boîtes. Je pense que les gens ne restent plus nécessairement pour la marque, mais pour leur équipe. Et donc, on n'a pas d'autre choix que de mettre le paquet sur les communautés de pratique et faire en sorte qu'ils arrivent à se retrouver, apprendre ensemble et grandir ensemble. Voilà. C'est ce qui fera rester les gens dans des boîtes de notre taille et qui ne les fera pas partir dans des startups. Et dans les boîtes du CAC notamment, je pense que c'est l'exemple parce que c'est évidemment les boîtes les plus grosses, mais à partir d'un certain nombre, comme 500, c'est le cas. Moi, c'est un sujet que j'évoque très régulièrement avec les RH que je peux rencontrer, qui me disent, voilà, nous, on met en place du télétravail, parce que maintenant c'est un peu la norme, c'est une demande des salariés, donc on le fait et ça les arrange aussi en termes de gestion d'espace, du coup, faut aussi le dire. Mais aujourd'hui, ça va entraîner pas mal de solitude, de fragilité. Et on est obligé de mettre en place aussi un accompagnement pour certaines personnes en fait, qui se retrouvent ultra isolées et qui ne vont pas forcément être très épanouies, pas forcément se sentir très libres. Non, mais ça va, je pense qu'il y a de toute façon, tout est équilibre et je pense que voilà, par exemple, on prend une boîte comme Buffer qui est 100% en remote, ils embauchent des gens qui peuvent bosser en remote. Donc ça fait partie de leur culture. Voilà, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, chez Comet, on est ce qu'on appelle remote friendly. Par exemple, tu as des gens comme moi, je peux travailler en remote sans problème. Je n'aurai pas ce souci d'isolement, mais tu as des personnes, Virgile, par exemple, 3 jours, tu pètes un plomb chez toi. On n'est pas tous égaux face à ça. Et du coup, c'est à la boîte, à l'entreprise de créer cette culture autour de, du coup, est-ce que les fondateurs veulent que ce soit une boîte qui soit complètement remote, partiellement, ou après, si c'est des boîtes géantes comme la Société Générale, ce sera peut-être plus par département, par équipe, avec des sous-cultures, et ça. Donc, en effet, c'est. Mais c'est une question de personnalité. Donc, si on est plutôt introverti, on va se ressourcer en étant seul chez soi, pour pouvoir se concentrer. Et si, comme Virgile, tu dois peut-être être extraverti, le fait de voir des gens, au contraire, ça va te nourrir, te dynamiser, tu vas être trop content, t'arrives le matin, alors que si on me dit, OK, pendant 1 mois, tu fais du télétravail, mais en fait, et tant mieux si t'es head of people, c'est peut-être pas un hasard. Non, mais c'est pour ça, c'est marrant, parce qu'on en parlait tout à l'heure, des sujets actuel. Dans le moment actuel, c'est le coronavirus, l'impact que ça va avoir, c'est qu'en fait, donc, nous, en tant qu'entreprise, on en parlait pour nos entreprises, et c'est complètement, je pense, dans le sujet de la culture. Nous, on est remote friendly, on a 20% de l'équipe qui est en télétravail permanent, et le reste de l'équipe, quasiment tout le monde fait du télétravail occasionnel, soit quelques jours par semaine, soit même ce qu'on fait des comet trips où les gens vont ensemble dans des villes, passer 10-15 jours à bosser une semaine ensemble depuis, on a fait Naples, Maroc, le ski, il y en a un tous les 2 ou 3 mois. Et donc, on est complètement culturellement. C'est pas la boîte qui paye. Non, c'est vrai. C'est pas la boîte qui paye, c'est-à-dire que les gens qui payent, mais on leur offre la possibilité de travailler ensemble dans les endroits et en même temps de prendre des jours off. Mais même si on est très remote friendly, c'est ce qu'on disait, tout le monde n'est pas égal face au télétravail. Et moi, je suis un des bons exemples je me nourris en effet de l'extraversion, de se nourrir, de tirer de l'énergie de la part des relations avec les autres. Et on se dit, en cas de quarantaine imposée, pour ces personnes-là, comment est-ce qu'on fait en sorte de ne pas tomber dans une certaine dépression, un isolement qui va être pesant, et je suis le premier concerné. Donc, en fait, on réfléchit à des mesures de rapprochement limité en nombre, etc., de certaines personnes qui pourraient travailler dans un nombre limité pour les risques de contagion et de développement, mais pour retrouver un lien social en 2, 3 ou 4 personnes, on se dit 3 ou 4 personnes max, à certains endroits proches géographiquement, sans prendre les transports en commun, etc., pour se retrouver, travailler ensemble et garder ce lien humain pour ceux qui en ont besoin. Et comme tu le disais, Guillaume, il y a aussi une mise en place de pratiques
en fait, lié au fait de travailler à distance, qui est hyper important. Enfin, c'est hyper important de comprendre comment ça fonctionne et comment le mettre en place. Parce que, mettons qu'on se retrouve tous confinés, on peut aussi créer du lien à distance, on peut aussi se réunir à distance et mettre en place des rituels qui font que les gens se disent, bon, bah voilà, ma journée est cadrée, je commence à avoir un échange avec d'autres gens, j'ai des points réguliers et j'appartiens à une communauté. Je pense qu'on a, dans notre écosystème à nous, là, tous, on travaille dans des boîtes qui mettent en place des process agiles. Et un des principes phares, c'est le daily scrum. Donc, c'est que tous les matins, tu passes 5 minutes avec ton équipe pour partager un peu tes sujets de la journée. Donc, ces référentiels-là sont de toute façon inhérents à nos organisations. Ouais. Mais oui, je pense que, vu la situation actuelle, je pense que ce côté culture là, qui impacte forcément la façon dont les gens travaillent, va avoir un impact assez fort. Par exemple, une entreprise qui aujourd'hui est forcée à faire du télétravail, mais qui n'a pas ce côté ownership dans sa culture, ça va poser forcément des problèmes. Parce que du coup, les gens se sentiront beaucoup plus éloignés de leur travail, et forcément en productivité, je pense que ça va avoir des impacts assez forts. D'ailleurs, vous, chez Simundia, est-ce que vous accompagnez les managers justement, utiliser les accompagner dans la mise en place du télétravail, etc. Alors nous, c'est vrai ce qu'on propose, c'est du coaching à distance, donc par visio et par téléphone. Donc, je pense qu'on peut dire qu'on est spécialiste justement de la façon de créer du lien à distance, et on a un double enjeu, c'est le faire chez nos clients. Donc, proposer une solution de coaching ultra réactive sur des populations extrêmement variées, donc qui ne vont pas forcément être hyper réceptives à la base au digital, et se dire, attends, moi j'aime bien avoir quelqu'un en face de moi, en revanche, si c'est par derrière un ordinateur, je n'y crois pas. Donc, on a sélectionné des coachs qui sont capables de créer une connexion à distance et qui vont les accompagner de cette façon-là. Et on a, nous aussi, en interne, une centaine de freelances qui sont nos coachs. Du coup, on doit aussi, et on doit vraiment animer cette communauté. Et au début, on se disait, voilà, on s'entend bien, c'est nos coachs, ils savent à peu près ce qu'on fait, etc. Et en fait, on s'est rendu compte en parlant avec eux, ils nous disaient, mais nous, on fait partie de l'équipe Simundia, on est 100% partie intégrante de l'équipe. En revanche, on veut plus de communication. Donc, il faut que vous fassiez beaucoup plus d'événements. Donc, maintenant, on fait des newsletters tous les mois pour les tenir au courant de ce qu'on fait, de l'équipe, des avancées, des clients, des verbatim, des retours, etc. On fait des points trimestriels en one-to-one avec eux et on fait des réunions distancielles. Donc là, on a des coachs partout dans le monde et la semaine prochaine, on organise plusieurs réunions par visio avec des coachs Canada, Brésil. Après, il faut coordonner sur les timelines. Mais et en fait, ils trouvent ça génial, parce que du coup, ils appartiennent à une communauté et ils se disent c'est top, on est des coachs Simundia et voilà. Donc, on peut être à distance et même confiné de chez soi et pour autant avoir quand même des perspectives de lien avec les autres. Je pense que quand tu as une régularité, tu crées une attente. Quand tu crées cette attente-là, c'est un symbole en fait d'une culture. C'est-à-dire que tu es déjà identifies les moments où tu vas être en prise avec ton entreprise. Si c'est des one-shots, si c'est des événements et des formats ad hoc qui ont eu qu'une seule fois, tu matérialises pas en fait ta culture. Tu divertis, mais tu n'engages pas, je pense. Mais du coup, c'est intéressant ce côté, parce qu'on parle de la culture d'entreprise, mais il y a aussi la culture qui se diffuse. Toi, je parlais de la communauté de coachs avec qui vous bossez. Nous, on bosse avec 6 000 freelances maintenant, 6 500. Donc c'est un peu la même chose. Alors ils sont peut-être pas autant engagés parce que du coup ils travaillent avec plusieurs plateformes, etc. Mais c'est quand même une communauté qu'on essaie justement d'engager et avec qui on essaye de communiquer et notamment de communiquer cette culture. Du coup, je sais pas si Virgile, tu veux expliquer un peu comment on gère un peu cette communauté, comment on travaille avec eux, comment on communique avec eux. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'aspect communautaire, je pense qu'il est en train de se développer dans toutes les entreprises. Même si tu n'es pas une place de marché qui met en relation, je pense qu'il y a ce côté, je sais pas, on prend une entreprise comme Deezer, vous essayez de créer une communauté autour de la musique. Toutes les boîtes essayent de créer des communautés. Donc c'est intéressant de voir cette partie-là, comment on engage une communauté. Du coup, Virgile, je sais pas si tu veux. Nous, on a parlé, je pense qu'au long, on fait des choses assez similaires. Nous, dès le début, en plus, on avait le fait de rompre l'isolement des freelances, qui est en effet un des problèmes pour les freelances sur une population où ils ont la liberté, c'est souvent ce qu'ils cherchent par ailleurs. Nous, on est dans une population de freelance, on n'est pas dans l'ubérisation du travail, donc c'est du freelancing souhaité.
Donc, c'est des gens qui cherchent cette liberté, mais néanmoins, ils se retrouvent vite dans une forme d'isolement. Donc, dès le début de Comet, il y a eu la création d'une communauté, la création d'un Slack interne, des événements réguliers, des newsletters réguliers, et nous, de l'animation, des personnes en interne dédiées à l'animation de cette communauté pour recréer, en effet, ce lien, etc. Et je pense qu'au final, là, on a parlé de communauté coach, freelance, il y a aussi, en fait, de manière élargie, il y a même les clients, les fournisseurs font partie d'une communauté proche d'une entreprise, d'une certaine manière, sont en partie impactés par la culture. C'est pour ça que nous aussi, par exemple, comme on croit beaucoup au télétravail, ça fait partie de la liberté, et la liberté, c'est beaucoup dans notre mission. On essaie beaucoup d'éduquer nos clients sur les bienfaits du télétravail aussi, les accompagner sur la mise en place, etc. Donc, c'est ce qu'on fait avec certains de nos clients, venir leur parler des best practices, des outils, de comment c'est fait, de manière en plus totalement gratuite, juste par c'est pas dire c'est bénévolat, mais c'est un peu du militantisme, de certaine manière, nous, ce qu'on a autour du télétravail. Ouais, non, mais c'est vrai que bon, je pense qu'on tourne beaucoup autour de la partie communication quand on parle de culture, parce que c'est hyper important, ça passe par des rituels, des événements, de la communication écrite, asynchrone, etc. Du coup, je pense que ça nous amène un peu sur cette partie diffusion de cette culture, et du coup, on va peut-être s'attarder un peu plus sur la partie communication. Je pense, toi, Virgile, tu as fait pas mal de boulot sur cette partie-là chez Comet, justement, de définir des valeurs et ensuite d'essayer de les diffuser. Donc, j'aimerais bien que tu nous parles un peu rapidement de cette méthode, comment tu as fait pour définir ces valeurs et après comment concrètement, au jour le jour, ça se passe chez Comet. Oui, donc nous, l'axe de la culture, on a beaucoup centré autour des valeurs. On a créé, c'est quelque chose que j'ai fait tout de suite après être arrivé, d'arriver à les définir. Donc, on a pris, c'est intéressant, parce qu'on parlait des fondateurs, est-ce que les valeurs viennent des fondateurs, etc. Et donc, moi, j'ai pris deux groupes de travail. J'ai pris un groupe de travail qui était les fondateurs et les premiers employés, et ensuite un groupe de travail sur sélectionner parmi la population. Et sélectionner comment? J'ai demandé en fait aux cofondateurs et aux premiers employés de dire qui, pour vous, sont les meilleurs exemples de la culture Comet. Et en fait, ces gens-là, on s'en est servi pour, essayer de dire qu'est-ce que sont les qualités de ces gens-là qui symbolisent la culture. Et ensuite, on a pris ces personnes-là et on a posé les mêmes questions de qu'est-ce que quelqu'un de chez Comet, quelqu'un qui est bien chez Comet fait, quelqu'un qui ne peut pas être chez Comet fait, pour essayer de définir, arriver sur un ensemble de valeurs. En fait, on est arrivé sur un ensemble après de longs travaux de brainstorm, on est arrivé à définir 4 valeurs d'entreprise et qui nous servent au recrutement. Ça guide nos processus de recrutement sur les questions à poser, etc. Donc, on a formé les équipes, on l'a mis dans notre scorecard d'entretien pour arriver à faire l'évaluation de C'est basé sur la méthodologie du WHO. Alors, on s'est inspiré en partie de vous sur la scorecard, mais on en a un peu dévié, notamment sur la partie valeur, mais c'était une des méthodologies fondamentales. C'est ce qu'on fait aussi, de scorer à partir de nos grandes valeurs qu'on a avec les candidats. Tu peux expliquer rapidement oui, alors la méthodologie du WHO, alors je ne suis pas une experte, mais en tout cas, c'est une méthodologie qui permet de bien creuser un certain nombre d'aspects pour recruter les bonnes personnes. Donc, comme on l'a dit, c'est essentiel aujourd'hui pour ce qui incarne notre culture d'entreprise, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est les people. Et parfois, on peut passer des entretiens et on en ressort, ouais, il était sympa, il a plutôt un bon CV, etc. Et là, l'idée, c'est pas très objectif, donc là, l'idée, c'est d'avoir un certain nombre de personnes pour éviter les biais, avec des questions extrêmement précises pour creuser qu'a fait la personne, quels sont ses échecs, ses réussites, etc. Et ensuite mapper à partir de ces questions les valeurs, à partir des valeurs de l'entreprise et les réponses de la personne, si c'est cohérent et si la personne va du coup bien s'intégrer à l'entreprise. Ok, super. Merci. Du coup, oui, donc c'est vrai qu'on a utilisé ça pour le recrutement. Après, en continu, on a intégré dans nos revues annuelles, en fait biannuelles avec les employés, une partie sur les valeurs. Est-ce que la personne est alignée ou pas avec les valeurs? Est-ce qu'il y a des comportements qui sont alignés ou pas alignés? Donc, pour renforcer cette idée-là. Et ensuite, on a documenté, c'est un point important. Donc, on a fait l'an dernier un playbook de l'entreprise avec la mission, la vision, les valeurs, l'organisation, quelques éléments clés, un glossaire, etc. Maintenant, on l'a rendu digital et on va faire la prochaine version, parce qu'on aime bien avoir un truc papier, on a un peu design, on aime bien les beaux objets. Je pense que ça fait partie de notre culture aussi un peu chez nous. Donc, on refait la nouvelle version. Vous avez des très beaux locaux. J'en témoigne, ça fait partie de votre culture. Non, mais c'est vrai que ça fait partie de ça. Et donc, on va ressortir ce livre qui reparle de, encore une fois, mission, vision, la stratégie à plus ou moins moyen terme, l'organisation des équipes, les valeurs, etc. Ouais. Et je pense que ça, le côté cristallisation de la culture, nous, on l'a fait sous forme de playbook, un petit livre. Et je pense qu'il y a plein de façons de le faire, mais je pense que c'est très important de donner les codes aux gens et de le rappeler en permanence. Ouais, mais c'est un peu ce que tu disais, Guillaume, à travers des événements, etc. Vous, est-ce que vous avez déjà des valeurs qui ont été clairement définies chez Deezer?
Et comment Ouais, alors je pense qu'il y a eu des différentes. Moi j'ai connu, je pense, 2 phases de valeur parce que je suis arrivé en 2015 chez Deezer. À l'époque, il y avait encore l'un des cofondateurs. La période, on a changé de management aussi. Notre ancien cofondateur, enfin notre cofondateur est parti sur une nouvelle aventure. Donc on a dû repenser notre système de valeur. Ça, c'était un projet qui était piloté par les RH, qui était effectivement un projet comme ça, qui n'était pas uniquement du haut vers le bas, mais qui a engagé un peu tout le monde. Et pour rebondir, l'importance de trouver une résonance dans les actions, c'est que quand on organise des événements, ce qu'on veut montrer, c'est que tu apprends par l'autre. Et du coup, ça doit se retranscrire aussi sur le process de recrutement, et c'est quelque chose qu'on doit passer au crible. Quand on rencontre des gens, c'est dans quelle mesure ces gens sont tournés vers l'autre, sont tournés vers l'apprentissage par les retours d'expérience. Donc il faut qu'il y ait une synergie entre ce qu'on incarne à travers nos événements et les stratégies de recrutement et les profils qu'on veut viser. Ce côté retour d'expérience, c'est vraiment un gros soft chez vous. C'est un truc super important parce qu'on est sur des métiers extrêmement évolutifs, sur des technologies qui ne perdurent pas, qui ont changé en permanence. Donc on voit bien que aujourd'hui les techs qui grandissent rapidement dans la boîte sont des techs qui sont en veille permanente. Ça ne veut pas dire qu'ils vont sur tous les meet-up, mais qui sont connectés à les newsletters, qui sont contributeurs sur des plateformes, qui prennent aussi la parole. Enfin, c'est des signes en tout cas qui traduisent aussi un certain engagement. Quand ils prennent la parole sur les réseaux sociaux, quand ils dispensent aussi des formations, parce qu'on est sur des métiers encore assez nouveaux, et on voit qu'il y a des jeunes collaborateurs qui n'ont pas non plus 10 ans d'expérience, mais qui ont 2-3 ans d'expérience, mais qui sont déjà investis dans de la formation le soir ou le week-end. Ça, c'est des signes qui sont intéressants en tout cas à capter à travers les process de recrutement. Et voilà, je pense qu'on change aussi de paradigme. Moi, quand j'étais recruteur, je ne parle pas d'il y a 30 ans non plus, côté RH, on était extrêmement prudent pour exposer nos collaborateurs. Parce qu'on avait peur d'une part de se les faire piquer. Et une sorte d'omerta il y avait un discours d'ailleurs de marque employeur qui était encore assez lisse à l'époque. Je pense qu'on a le fait de se faire violence, d'ouvrir nos portes, d'exposer vraiment nos collaborateurs, de les présenter aussi dans nos communications officielles. C'est aussi un parti pris de se dire de toute façon la concurrence est partout, les gens sont partout. S'ils ne sont pas engagés, de toute façon. Exactement. Donc voilà, c'est le principal virage que j'observe en tout cas dans cet univers. Ok. Justement, je pense qu'il nous reste à peu près 10 minutes. On peut rebondir sur cette partie justement engagement. L'engagement déjà, ce serait bien de le définir. Moi, je ne suis pas un expert des RH, donc je peux potentiellement vous trois qui pourraient m'en dire un peu plus. J'ai une vision de ce que ça veut dire, mais je n'ai pas vraiment une définition, un peu comme la culture, pas très claire. Donc, est-ce que, je ne sais pas si Virgile ou Colin ou Guillaume, vous pouvez un peu définir qu'est-ce que l'engagement d'un employé, d'un indépendant Colin va le mieux placé, non? Oui, alors c'est un sujet dont on entend, c'est vrai, un peu comme la culture, beaucoup parler, donc tout le monde parle d'engagement, de culture, etc., mais personne n'a la recette parfaite. Non, bien sûr. Et il y a une multiplicité d'indicateurs sur l'engagement d'un salarié. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un salarié est engagé? Donc, est-ce qu'il se projette dans l'entreprise? Est-ce qu'il a envie de rester travailler dans l'entreprise? Est-ce qu'il aime faire son travail au quotidien? Est-ce qu'il se sent des affinités particulières avec la culture de son entreprise? Et aujourd'hui, les RH que je rencontre qui sont dans des secteurs extrêmement variés, dans des tailles d'entreprise très variées, leur gros enjeu en RH, c'est comment j'engage mes salariés, comment je les fédère et comment je fais en sorte qu'ils soient épanouis. Et je pense qu'il y a un lien avec les valeurs, et c'est vrai que c'est pas le cas des startups, mais les grosses entreprises, parfois peuvent avoir tendance à brandir un peu comme un étendard leurs valeurs. Et souvent, c'est un peu les valeurs qu'il faut regarder pour regarder ce qui manque à l'entreprise. Paradoxalement. Je pense que c'est vraiment pas le cas dans les startups parce qu'on incarne nos valeurs et si c'est pas le cas dans une même taille de boîte comme Deezer qui est relativement importante, ça ne fonctionnerait pas. Mais dans une énorme boîte, c'est des valeurs un peu génériques. Oui, c'est comme si on avait une entreprise qui, par exemple, met le move fast break things de Facebook chez eux alors qu'ils sont 50 000 et en fait, exactement. Ils ne vont pas utiliser la ville ou une entreprise qui
prône l'écologie alors qu'en fait elle est extrêmement polluante. Ouais. Enfin, bref, il y a énormément d'exemples, je ne citerai pas d'entreprise, mais si on regarde de près, souvent c'est assez amusant de voir à quel point il y a une dichotomie entre ce qu'on affiche et la réalité, et ça se transcrit chez les collaborateurs qui, je reviens sur le sens que c'est vrai que pour nous c'est assez important, mais se disent en fait j'ai pas de sens au quotidien dans ce que je fais, je me sens pas valorisée en tant que personne, et du coup je ne suis pas engagée, je fais mon travail mais je mets pas vraiment de cœur à l'ouvrage, et voilà. Et nous, les entreprises demandent de plus en plus d'avoir des mesures d'engagement au sein des entreprises qui sont extrêmement importantes, et de mettre en place des outils concrets qui vont permettre d'impacter l'engagement. Nous, chez Cenidia, ce qu'on propose, c'est le coaching, parce qu'on part du principe que chaque personne a besoin d'être accompagnée individuellement en fonction de son contexte, pour qu'elle puisse mieux se connaître, prendre du recul et se déployer au sein d'un environnement qu'elle ne maîtrisera pas forcément, mais au moins elle aura un impact sur elle. Ok, très bien. Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, on parle effectivement d'approche très individuelle, et c'est absolument nécessaire. Alors nous, ce qu'on essaie de faire côté tech, c'est qu'on réfléchit par communauté, et du coup on fait des bilans de santé en fait réguliers. Donc, on valide 3 choses auprès de chaque collaborateur de ces communautés de pratique. C'est la satisfaction qu'il a bossé sur les technologies qu'il gère, est-ce qu'il estime qu'elles sont encore attractives, est-ce qu'elles sont pérennes, est-ce qu'elles sont faciles à entretenir. Deuxième sujet, c'est dans quelle mesure il estime que sa communauté de pratique est rayonnante, rayonnante externe, se connecte avec des communautés externes via les événements, les conférences, les meet-ups qu'on peut mettre en place. Et le troisième axe aussi d'évaluation, c'est est-ce qu'il est satisfait du mode de fonctionnement de sa communauté de pratique. Justement des référentiels des méthodes, des modèles de communication, des modèles de gouvernance aussi. Donc ça nous aide à sentir les communautés qui se portent bien, et puis on voit que c'est très fluctuant, selon les départs, selon les migrations de technologies externes. On peut avoir des périodes où le moral sera un peu plus en berne, mais ça nous aide à essayer de piloter aussi des actions qu'on peut spécialiser, qu'on peut spécifiquement orienter pour une communauté. C'est intéressant ce côté mesure de l'engagement. Donc tu nous as expliqué, Colombe, un peu qu'est-ce que c'était. Je pense que Virgile, ça sera intéressant que tu expliques un peu nous comment ce côté health check que vous avez chez Deezer. C'est vrai que nous on l'a aussi un peu chez Comet. On a de format hebdomadaire. Donc, nous on fait toutes les semaines, toutes les fins de semaine, les gens ont à remplir un bilan de leur semaine en disant de 1 à 5 comment s'est passé votre semaine, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, et des fois on y rajoute des questions sujet par sujet, et semaine par semaine on rajoute des questions spécifiques, plutôt que le côté, moi j'avais beaucoup connu historiquement le côté engagement survey, les trucs annuels ou biannuels où on pose 40 questions. Le problème de ces engagement survey, c'est que c'est 40 questions, c'est énorme, c'est très chronophage pour les gens à remplir, et c'est très lié à un moment, à un instant T. C'est prouvé qu'il y a beaucoup de biais inconscients quand les gens rentrent là-dedans. Si c'est le lendemain d'une mauvaise annonce des résultats de la part de l'entreprise, tous les chiffres vont être conditionnés. Même est-ce que je me projette dans l'entreprise, est-ce que je me sens reconnu, tous les chiffres vont être plus ou moins impactés. Alors qu'en faisant de manière continue, ça nous permet déjà de traiter les sujets de manière continue aussi. C'est-à-dire qu'on peut se dire, on en met une semaine, on va mettre une question sur la reconnaissance, la semaine d'après sur la perspective de carrière, et de nous traiter au continu au fur et à mesure de l'année, et d'agir de manière agile, vite. C'est-à-dire qu'on prend un sujet, on pose une question un vendredi sur la reconnaissance, la semaine d'après, on prend les résultats, on les compile, et la semaine d'après, on dit voilà ce que vous avez répondu, voilà les mesures auxquelles on a pensé, et on fait ça vite au fur et à mesure de l'année. Mais cette routine hebdomadaire, je pense qu'elle est très saine, ça force les gens à faire un bilan chaque semaine, et nous on suit ça au niveau quantitatif sur l'intégralité de la boîte, de voir où on est un peu le mood de la boîte de manière générale, et au niveau individuel, notamment pour les managers, c'est un très bon outil de voir comment on voit un peu les gens et d'initier des conversations, ça va un peu moins, pourquoi ça va un peu moins, et de creuser dans ce qui va pas. Ouais. Ok. Je voulais juste rebondir sur les managers, parce que c'est vrai qu'on met beaucoup de charges sur les épaules des managers qui sont parfois un peu, souvent assez critiqués et en même temps très désemparés. Et aujourd'hui, souvent les gens sont propulsés managers du jour au lendemain, n'ont jamais été préparés à être manager, parce que même en école de commerce, par exemple, on n'apprend pas à être manager. Et du coup, on se dit, je suis manager, qu'est-ce que je fais, par quel bout je commence à le prendre. Donc c'est vrai qu'avoir des outils, comme tu le disais, Virgile, pour les managers, pour se dire, en fait, là, dans mon équipe, j'ai des indicateurs en baisse.
d'une part, donc il faut mettre en place une solution, et ensuite d'avoir des outils qui vont permettre au manager de se développer sur sa posture, sa capacité à donner du feedback et à recevoir du feedback, sa capacité à fédérer une équipe, donc qu'elle soit par exemple remote ou présentielle. Dans tous les cas, le manager doit faire preuve de trouver la bonne façon d'engager les personnes autour de lui. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui, quel que soit le type de structure dans lequel on travaille. Ouais. Et paradoxalement, dans les startups, ça c'est peut-être... c'est plus compliqué. Ouais. C'est parfois un peu compliqué parce qu'il y a moins ce côté hiérarchisé. Les gens sont moins préparés depuis longtemps. Et tant mieux, parce que c'est tout le souhait de notre génération. On ne se dit pas, dans 15 ans, je vais manager une équipe parce que j'aurais gravi 50 échelons. Là, c'est plus, t'es bon, hop, tu prends le management d'une équipe. Et ça peut être problématique. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant actuellement ce qui se passe autour du management, parce qu'on a vraiment deux choses qui sont presque en conflit. C'est quand on regarde les enquêtes, le manager ou un mauvais manager, entre guillemets, c'est genre la raison numéro 1 ou dans les top 3 raisons pour lesquelles les gens partent des entreprises. Mais en même temps, on dit que les gens veulent de plus en plus être responsabilisés et de plus en plus se détacher du management. Donc on est dans un monde où les gens veulent de plus en plus responsabilisés, mais en même temps de plus en plus besoin de feedback, de reconnaissance, et etc. veulent pas être manager. Et veulent pas être manager. Et c'est normal, je pense que c'est un rôle qui est de plus en plus compliqué. Historiquement, c'est un rôle qui avait beaucoup de droits ou de pouvoir, parce qu'on pouvait décider de qui on embauche, qui on vire, des objectifs de l'équipe, etc. Et très peu de devoirs, parce qu'en gros, on s'en foutait un peu du bien-être de l'équipe et de fait de management. Maintenant, c'est un monde, et je pense que ça va dans le bon sens, à juste titre, où le rôle du manager a moins en moins de droits, parce qu'on doit de plus en plus responsabiliser les gens. C'est pas forcément celui qui dit ce qu'il y a à faire. Il doit mettre les gens en condition de succès, il doit faire en sorte que les gens savent prendre des décisions. Mais en même temps, il doit donner du feedback, parce que s'il donne pas suffisamment de feedback, c'est pas bon. Et donc, il est de plus en plus, je pense, le côté un peu la montée en puissance de servant leadership, où le manager est au service de ses équipes. Donc, c'est un rôle où il y a énormément d'attentes de la part des équipes. Il y a moins en moins de droits de déterminer de ce qui doit être fait, ce qui ne peut pas être fait, puisqu'on est de plus en plus au service des équipes. Je pense que c'est un rôle qui est de plus en plus difficile à assumer. Où on doit créer du sens, on doit créer une communauté. Je pense que c'est un rôle qui est de plus en plus compliqué à assumer. Et donc, dans l'écosystème startup, où il y a majoritairement, nous c'était le cas chez Comet, quasi exclusivement des first-time managers, des gens qui commencent par la fonction management, c'est très, très, très compliqué. Ouais. Ok, attends, je regarde là, il est 43. Donc, je pense qu'on va commencer. Toi, Colombe, tu dois partir dans quelques minutes, mais on peut rester avec Virgile et Guillaume s'il faut pour répondre aux questions. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. Enfin, non, ça ne peut pas jamais, parce que vous pouvez toujours me contacter après, mais on va prendre 5 petites minutes. Donc, vous pouvez les laisser sur le chat. Je vois maintenant. Ah non, sur la partie question, alors attends, il y avait Mohamed qui disait. Bon, déjà, salut Mohamed. Comment engager les talents internes et externes de la culture entreprise? Je pense qu'on en a parlé tout le long, donc c'était un sujet assez vaste. D'ailleurs, ouais, si je ferai un récap par email de toutes les méthodes ou les livres dont on a parlé. Je pense qu'il y en a plusieurs qu'on peut conseiller justement sur cette partie engagement. On a tous quelques ressources clés. Je les partagerai par email quand vous recevrez le replay. Parce que oui, il y a Radical Candor aussi qui est très bon sur cette partie-là. Et voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions particulières, je pense que je peux vous remercier. C'était cool de merci à vous de nous avoir invités ici. Ouais, et merci à vous d'avoir écouté, ceux qui êtes derrière vos écrans et ceux qui écouteront ça plus tard. Bon, merci. Au revoir. Merci. Bonne journée.